Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Bonjour Bernard Michon, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes historien et maître de conférences à l'Université de Nantes, spécialiste de la traite négrière. Alors aujourd'hui, on ne part pas sur un navire négrier, mais sur une gabarre et nous remontons la Loire fleuve royal, autoroute avant le chemin de fer qui a évidemment été impactée par le commerce de la colonisation atlantique. Et c'est d'ailleurs le thème du livre édité par l'association Les Anneaux de la mémoire, la Loire et le commerce atlantique, 17e, 19e siècle. Dans cet ouvrage, on apprend énormément de choses sur nos territoires jusqu'à Orléans. Alors Bernard Michon, une première question, quel est le lien, comme ça, entre la Loire et un navire négrier ? On a parlé des marchandises du navire, leur production était-elle locale ? Sur un navire en partance pour les côtes de l'Afrique, on a énormément de marchandises. Et une partie de ces marchandises, difficile d'ailleurs à évaluer, est produite dans les régions traversées, dans les provinces traversées par la Loire. Alors je dis que c'est difficile à évaluer tout simplement parce que il faudrait pour cela disposer précisément des comptabilités des armateurs. Et Akakwame, qui a consacré un ouvrage aux marchandises embarquées sur les navires de traite, montre bien la difficulté qu'il y a précisément à identifier l'origine de ces marchandises. On peut prendre peut-être deux exemples. Premier exemple, ce sont les mouchoirs de Cholet. Alors vous allez me dire, c'est pas ligérien, mais c'est lié au réseau ligérien par un affluent. Donc les mouchoirs de Cholet qui sont embarqués sur des navires de traite. Deuxième exemple que l'on peut prendre, ce sont des fusils, donc des armes à feu produites dans des manufactures de Saint-Étienne. Donc vous voyez qu'on a à travers le réseau ligérien un réseau d'approvisionnement pour les négociants armateurs nantais. Donc beaucoup de marchandises affluaient vers Nantes pour être embarquées sur un navire négrier. Alors d'un côté, on trouve les marchandises qui sont à destination des colonies, ce que vous appelez le commerce en droiture. Et puis d'un autre côté, il y a également les marchandises qui sont à destination des comptoirs d'achat d'esclaves, donc sur les côtes africaines. Est-ce que dans nos régions ici, on a plus de marchandises qui vont dans les colonies ou plus qui sont à destination de la traite ? La réponse est là aussi difficile à donner précisément. Ce que l'on peut dire, c'est que le trafic en droiture est largement supérieur au trafic vers les côtes d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a plus de navires qui partent en droiture vers les îles que vers les côtes africaines. Mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est que une partie de ces navires qui partent en droiture vont récupérer des marchandises liées à des ventes de captifs. Donc une partie du trafic de droiture est directement liée à celui de la traite des Noirs. Je dirais que concrètement, on a davantage de marchandises qui partent vers les îles directement. Et quelles sont-elles ces marchandises dans le bassin de Loire ? Je pense par exemple peut-être le tuffeau, le vin, Alors, on a effectivement des marchandises liées à la construction, donc le tuffeau peut être embarqué, mais tous les vins de Loire, les vins des pays d'amont, comme on les appelle alors, sont expédiés vers les colonies. On a également des marchandises comme des céréales qui peuvent là aussi être produites dans les régions traversées par la Loire, et pensez aussi aux eaux de vie. Les eaux de vie produites dans le pays nantais, mais également dans certains pays d'amont. Alors justement, donc il y a ces marchandises qui partent et il y en a d'autres qui arrivent des colonies, vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques marchandises comme ça qui vont irriguer les territoires le long de la Loire ? Ces marchandises sont toutes les marchandises produites sur les plantations esclavagistes. Alors, ces marchandises sont d'abord et avant tout le sucre, on en reparlera dans une prochaine émission. Oui. Également le café, dont la culture se développe considérablement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Pensez aussi au cacao, à l'indigo, qui est une plante tinctorielle, on en avait déjà parlé, et puis le coton. Donc vous voyez que derrière cela, on a l'ensemble des productions qui vont irriguer le réseau ligérien, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avant l'invention du chemin de fer, c'est la voie fluviale qui est largement utilisée pour le transport des marchandises. Les routes sont de mauvaise qualité et je dirais qu'avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la France ne dispose pas d'un réseau routier de grande qualité.
assez maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir. Prier nu avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle. Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semence d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Je n'aime pas les bengales des fêtes nationales. Je préfère cette silhouette blanche sur une toile de Chagall. Le temps qui passe sans rien dire. Collectionner des abraxas, le baron samedi du carnaval. La Marseillaise en créole. Assez maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir. Un négro rabotant son sabbat. Un mercredi banal. Le temps qui passe sans rien dire. Abondant d'écriture de savoir, l'asmala en dreadlocks dans une passe d'Occitanie. La Marseillaise en créole. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. On a vu juste avant cette petite pause musicale que la France ne disposait pas d'un réseau routier convenable et que tout passait par le fleuve, par l'activité fluviale. Quelles étaient les activités les plus importantes en lien avec le fleuve ? Alors, vous l'avez dit dans l'introduction de l'émission, nous partons aujourd'hui sur des gabarres. Ce sont des bateaux à fond plat. Alors, bateaux qui peuvent transporter malgré tout énormément de marchandises. On a des gabarres de Loire, on a toute une marine de Loire très importante, à laquelle Florent Godelaine est en train de consacrer une thèse de doctorat sous la direction de Natacha Coquery, qui devrait, je dirais, considérablement approfondir nos connaissances de cette marine de Loire chargée de transporter les marchandises depuis le port de Fond-d'Estuaire, donc Nantes, où s'effectue une rupture de charge entre la navigation maritime estuarienne et le fleuve. Et il faut imaginer donc que des marchands voituriers par eau, c'est comme ça qu'on les appelle dans les sources, sont extrêmement nombreux donc pour assurer la descente et la remonte des marchandises. On imagine une activité extrêmement intense sur le fleuve entre les gabarres qui montent et qui redescendent chargés de marchandises. Alors, à une exception près, je me permets d'indiquer cela parce que nous arrivons dans la période hivernale, systématiquement ou quasiment systématiquement dans les sources, on le voit au XVIIe et au XVIIIe siècle, le fleuve est pris par les glaces pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines chaque année, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais on le voit bien notamment au mois de janvier, la Loire est systématiquement gelée, donc bloquant complètement le trafic des marchandises. Extrêmement intéressant. Alors on parlait des mariniers, mais il y a plein d'autres acteurs, notamment les acteurs commerciaux de ce commerce, qui sont dans les villes plus loin des ports, donc notamment Orléans, on le citait tout à l'heure. Est-ce qu'ils s'intéressent à la traite négrière ? Quel est leur lien avec le commerce négrier ? Orléans est-elle une ville atlantique ? C'est le titre d'un article que Patrick Villiers, un historien, avait publié il y a quelques années, et on peut, oui, s'interroger sur les liens entretenus par ces villes traversées par la Loire, alors Orléans, mais plus près de nous, Tours,
ou Angers avec le commerce atlantique. Ce lien est de plusieurs natures. Nous le verrons prochainement à travers Orléans comme grand centre de raffinage sucrier, mais il faut aussi imaginer que des marchands, des négociants originaires d'Orléans descendent la Loire pour s'établir à Nantes. C'est notamment le cas de la famille de Luynes, et puis d'autres familles restent à Orléans, mais envoient plusieurs de leurs représentants à Nantes et pour certains à Saint-Domingue. Et Françoise de Persson, qui a collaboré à l'ouvrage publié par les Anneaux de la Mémoire, La Loire et le commerce atlantique, a montré dans sa contribution le cas de la famille Jogues. Certains des membres de cette famille restent à Orléans, qui est le berceau de la lignée, mais un frère, donc Guillaume, va s'installer au Cail Saint-Louis au sud de Saint-Domingue et un autre frère, Augustin, s'établit à Nantes. On a vraiment un réseau qui se met en place. Des réseaux de familles qui se mettent en place. Tout à fait. Les colonies, les ports et les villes de l'intérieur. Économiques. D'accord. Est-ce que ça veut dire, pour terminer, que les régions proches de la Loire, elles se sont plus développées que les autres en France au XVIIIe ? C'est une question très, très pertinente, mais très difficile. Pourquoi ? Parce que la Loire n'est pas le seul fleuve qui est concerné par ce lien, si vous voulez, avec l'Atlantique. Oui, la Seine, la Gironde et la Garonne le sont, et puis faut penser également au Rhône. Les grands fleuves voient à leur débouché des grands ports qui se développent en partie grâce au commerce colonial, au commerce avec les colonies de plantation. C'est Rouen-Le Havre pour la Seine, c'est évidemment Bordeaux qui est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle le plus grand port du royaume, et c'est enfin Marseille au débouché du Rhône. Cette question est évidemment difficile et pose la problématique de l'impact du commerce colonial sur le développement économique du royaume, impact qu'il ne faut, d'après les historiens qui ont travaillé sur ces questions, pas survaloriser. La France reste au XVIIIe siècle encore une économie très largement tournée vers la culture agricole. C'est vraiment, on reste un pays de terriens. D'accord. Merci pour ces précisions. On y reviendra la semaine prochaine d'ailleurs, puisque nous allons suivre les marchandises coloniales qui arrivent des Antilles et justement détailler cet impact économique sur le royaume de France. Bernard Michon, merci. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Excellente soirée aux auditeurs qui nous suivent. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.